Ah, ramasse ça, misérable. Les gens comme toi n'ont même pas leur place dans mes poubelles, encore moins sur le sol de mon restaurant. La voix d'Antoine Dubois, tranchante comme une lame de rasoir, déchira le silence feutré du L'Orgueil, le restaurant le plus en vogue de Lyon. Le bruit strident d'une assiette en porcelaine se brisant sur le marbre italien venait de cesser, laissant place à une tension palpable. Tous les regards, ceux des clients fortunés comme ceux du personnel terrifié, étaient fixés sur la jeune femme aux mains abîmées, à genoux au milieu des débris. Elle sentait des centaines d'yeux la juger, la disséquer, la condamner. Mais avant de plonger dans cette histoire incroyable, faites-moi une faveur, cliquez sur le bouton j'aime et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre famille grandissante d'amateurs d'histoire. Votre soutien signifie énormément et nous permet de continuer à créer du contenu qui, nous l'espérons, vous touche et vous inspire. Chaque clic, chaque abonnement est un encouragement à trouver des récits encore plus captivants. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo pour que je puisse vous envoyer un salut spécial dans ma prochaine histoire. J'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent et connecter avec vous, que vous soyez à Paris, à Marseille, à Bruxelles ou même de l'autre côté de l'océan. C'est notre façon de construire une véritable communauté. Cette jeune femme, c'était Chloé. À 24 ans, elle aurait dû être en train de finir ses études, de rêver à son avenir, de sortir avec ses amis. Au lieu de cela, sa vie était une lutte de chaque instant, un combat silencieux mené dans l'ombre des cuisines luxueuses. Chaque assiette qu'elle lavait, chaque casserole qu'elle récurait jusqu'à l'épuisement, c'était pour Léo. Son fils de 6 ans, son unique raison de vivre, lutter contre une maladie qui exigeait des médicaments coûteux, des médicaments que son modeste salaire de plongeuse peinait à couvrir. Alors elle acceptait tout, les heures supplémentaires non payées, les remarques désobligeantes et même l'humiliation publique. Pour Léo, elle aurait traversé l'enfer. Et ce soir-là, l'enfer avait un nom, Antoine Dubois. Antoine n'était pas juste un chef, c'était un dieu de la gastronomie. Une célébrité dont le visage s'affichait sur les couvertures de magazines et dont le compte Instagram, suivi par des millions de personnes, dépeignait une vie de perfection et de génie créatif. Il posait avec des stars, présentait des plats qui ressemblaient à des œuvres d'art et parlait avec passion de son héritage culinaire. En public, il était charmant, charismatique. En privé, dans les coulisses de sa cuisine immaculée, il était un tyran qui se nourrissait de la peur de ses employés. Il voyait les gens comme des ingrédients, utiles ou à jeter. Et ce soir, Chloé était un ingrédient à jeter. L'assiette avait glissé de ses mains, mouillée et fatiguée, une simple seconde d'inattention après 12 heures de travail acharné. Pour Antoine, c'était un crime impardonnable. « Tu es inutile », cracha-t-il en lui jetant une serviette en lin au visage. « Tu contamines mon établissement par ta simple présence. Sors de ma vue. » Chloé baissa la tête, les larmes lui brûlant les yeux. Elle sentit la honte la submerger, une vague chaude et douloureuse. Elle se força à penser à Léo, à son sourire courageux. Elle sortit son vieux téléphone de sa poche, juste pour voir sa photo sur l'écran de verrouillage. C'était son armure, son bouclier contre la cruauté du monde. Elle commença à ramasser les morceaux de porcelaine, ses doigts tremblants se coupant sur les bords tranchants. C'est à ce moment précis, alors qu'elle était au plus bas, que le destin décida de jouer sa carte. Un célèbre critique gastronomique, assis à la meilleure table, leva son verre. « Antoine, mon ami, c'est sublime. Votre confit d'agneau secret de Babette est plus qu'un plat. C'est une révélation. Personne à Lyon, non, personne en France ne maîtrise les saveurs comme vous. D'où vient ce génie ?» Le cœur de Chloé s'arrêta de battre. Babette. Ce surnom résonna dans sa tête comme un coup de tonnerre. C'était le surnom de sa grand-mère, une femme au cœur immense, qui lui avait tout appris. Le parfum qui flottait dans l'air, ce mélange si particulier de romarin, de thym et de cet ingrédient secret que seule sa famille connaissait, ne laissait aucune place au doute. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un vol. Soudain, l'humiliation se transforma en une rage froide et pure. Elle leva les yeux et regarda Antoine, qui se pavanait devant le critique, acceptant les compliments avec un sourire modeste. Elle se souvint de lui des années plus tôt. Un jeune apprenti ambitieux, presque un membre de la famille, qui passait des heures dans la cuisine de sa grand-mère, notant tout, posant des questions, gagnant sa confiance. Il avait admiré son talent, puis il l'avait volé.
Il avait pris le trésor de sa famille, le fruit d'une vie de passion, et l'avait utilisé pour construire son empire, la laissant, elle, la véritable héritière, nettoyer ses assiettes sales pour survivre. Antoine savourait sa victoire, certain que cette pauvre fille n'était qu'un insecte écrasé sur son chemin vers la gloire. Il ne savait pas encore que cette plongeuse, cette misérable qu'il venait d'humilier, n'était pas là par hasard. Elle n'avait pas postulé à ce travail par simple nécessité. Il ignorait que chaque caméra de surveillance dans son restaurant, installée pour protéger ses secrets, était sur le point de devenir le témoin de sa chute. Car Chloé n'était pas une victime, elle était une chasseresse, et elle venait de trouver sa proie. La rage qui bouillait en Chloé lui donna une force qu'elle ne se connaissait pas. Elle se releva lentement, ignorant les coupures sur ses mains et le regard méprisant d'Antoine. Ses yeux, habituellement doux et fatigués, brillaient maintenant d'une détermination glaciale. Elle fixa le chef étoilé, non plus comme une employée terrifiée, mais comme une juge prête à rendre son verdict. Antoine, surpris par ce changement soudain, fronça les sourcils. L'insolence d'une plongeuse était la dernière chose qu'il tolérait. Il interpréta sa détermination comme un défi. « Qu'est-ce que tu regardes comme ça ? Tu as quelque chose à dire, la misérable ?» Sa voix, bien que basse, était pleine de venin. Chloé ne répondit pas. Elle se contenta de le regarder. Et dans ce silence, Antoine vit le reflet de sa propre imposture. C'en était trop. « Sécurité !» hurla-t-il, son masque de charme se fissurant pour révéler le monstre en dessous. « Sortez-moi cette chose de mon restaurant. Et assurez-vous qu'elle ne soit jamais payée pour cette soirée. Son incompétence nous a déjà coûté assez cher. » Deux gardes massifs s'approchèrent et saisirent Chloé par les bras. Elle ne se débattit pas. Alors qu'ils la traînaient vers la sortie, sous les regards choqués et curieux des clients, son regard ne quitta jamais celui d'Antoine. Ce n'était pas un regard de défaite, mais une promesse silencieuse. Jetée sur le trottoir froid de la presqu'île de Lyon, la porte dorée de l'orgueil se referma avec un claquement sec, la bannissant de ce monde de luxe et de mensonges. La bruine de novembre commença à tomber, se mêlant aux larmes de rage qui coulaient sur ses joues. La douleur de l'humiliation était vive, mais elle était maintenant alimentée par une flamme nouvelle, la soif de justice. Elle serra les poings, ses coupures lui rappelant la violence de la scène. Elle marcha pendant près d'une heure pour rentrer chez elle, dans son petit appartement du quartier de la Croix-Rousse, trop anéanti pour prendre le métro, chaque pas résonnant du nom de sa grand-mère, Babette. Les lumières de la ville, qui lui semblaient autrefois magiques, n'étaient plus que des témoins indifférents de son malheur. Elle pensait à Léo, qui l'attendait. La pensée de son fils était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer complètement. Lorsqu'elle entra enfin dans son modeste 2 pièces, le silence était seulement rompu par la respiration douce de Léo, endormi dans sa petite chambre. Elle alla le voir, caressant sa joue chaude et ajustant sa couverture. Il toussait légèrement dans son sommeil, un rappel constant et angoissant de la fragilité de sa santé. C'est là que la véritable panique la frappa. Le salaire. Sans cet argent, comment allait-elle acheter la prochaine boîte de médicaments ? Son cœur se serra. Tremblante, elle sortit son téléphone et ouvrit son application bancaire. L'écran afficha ce qu'elle redoutait. Un solde presque à 0. Puis une notification apparut, cruelle et impersonnelle. Virement de votre employeur annulé. Le monde de Chloé bascula. Ce n'était plus seulement une question de fierté ou d'héritage volé. C'était une question de vie ou de mort pour son enfant. Épuisée, elle s'assit à la petite table de la cuisine, la tête entre les mains. Comment avait-elle pu laisser les choses en arriver là ? Par habitude, machinalement, elle ouvrit Instagram. La première story qui apparut fut celle d'Antoine Dubois. Il se filmait, un verre de champagne à la main, trinquant avec le critique gastronomique. En arrière-plan, on voyait les cuisines animées comme si rien ne s'était passé. La légende disait « Le succès est le meilleur des plats ». Merci à tous pour cette soirée inoubliable. Le voir célébrer sa victoire, construite sur le dos de sa famille, alors qu'elle-même était au bord du gouffre, fut l'étincelle qui ralluma le feu de sa colère. Elle voulait jeter son téléphone contre le mur, mais un son inattendu la retint. Une notification WhatsApp, un numéro qu'elle ne connaissait pas, son doigt hésita au-dessus de l'écran. Qui pouvait bien lui écrire à cette heure ? Une erreur, sans doute. Poussée par la curiosité, elle ouvrit le message. Il ne contenait que quelques phrases,
mais elles firent l'effet d'une décharge électrique. Je sais ce qu'il a fait. Il n'a pas seulement volé une recette. Il a tout pris. Cherche le journal de ta grand-mère. La vérité est à l'intérieur. Chloé relut le message 10 fois, son cœur battant à tout rompre. Qui était-ce? Un ancien employé? Un ami de sa grand-mère? Comment cette personne connaissait-elle l'existence du journal? C'était un cahier que sa grand-mère gardait précieusement, rempli non seulement de recettes, mais aussi de ses pensées, de ses souvenirs. Elle l'avait presque oublié, persuadée qu'il était perdu depuis longtemps. Revigorée par cet espoir mystérieux, elle se leva et se dirigea vers le grand placard au fond du couloir. C'était là que sa mère avait entreposé quelques cartons de vieilles affaires après le décès de Babette. Une odeur de poussière et de papier ancien emplit ses narines alors qu'elle déplaçait des piles de linge et de vieux albums photos. Elle chercha frénétiquement, son angoisse se mêlant à une excitation grandissante. Et enfin, tout au fond d'une boîte en carton cabossé, elle le vit. Un simple carnet à la couverture de cuir rouge, usé par le temps. Le journal de Babette. Ses mains tremblaient tellement qu'elle eut du mal à l'ouvrir. C'était plus qu'un livre de recettes. C'était la boîte noire de la vie de sa grand-mère, et peut-être la clé de sa vengeance. Elle s'assit par terre, le dos contre le mur froid, et ouvrit le journal à la première page. Ce qu'elle y vit lui glaça le sang. Ce n'était pas une recette. C'était une photo, jaunie par le temps, soigneusement collée sur la page. On y voyait sa grand-mère, radieuse, devant les fourneaux de sa cuisine de campagne. À côté d'elle se tenait un jeune homme aux yeux brillants d'ambition, un adolescent qui n'était autre qu'Antoine Dubois. Il souriait à l'objectif, mais son regard était déjà fixé sur les notes que Babette prenait. Et juste en dessous de la photo, l'écriture élégante de sa grand-mère avait tracé une phrase qui résonna en Chloé comme une prophétie. Aujourd'hui, j'ai partagé tous mes secrets avec le jeune Antoine. Il a les yeux d'un fils, mais j'ai peur de voir en lui l'appétit d'un loup. Cette phrase, cette unique phrase, était la preuve qu'elle cherchait. C'était le début de la fin pour Antoine Dubois. La phrase écrite par sa grand-mère résonnait dans le silence de l'appartement comme une sentence. L'appétit d'un loup. Chloé sentit un frisson parcourir son échine. Ce n'était plus une simple suspicion, c'était une certitude gravée à l'encre sur du papier jauni. Sa grand-mère, avec son intuition infaillible, avait vu clair dès le début. Elle avait vu le prédateur derrière le sourire de l'orphelin reconnaissant. Feuilletant le journal avec une fébrilité mêlée de respect, Chloé découvrit bien plus que des recettes. C'étaient des pages entières de secrets culinaires, des techniques de cuisson, des combinaisons d'épices, mais aussi des anecdotes, des histoires de famille liées à chaque plat. Elle reconnut le confit d'agneau secret de Babette, le velouté de châtaigne des monts du Lyonnais, la tarte tatin inversée au caramel salé. Tous les plats signatures qui avaient fait la renommée d'Antoine Dubois et lui avaient valu ses étoiles au guide Michelin. Chaque plat était accompagné de notes détaillées, de dessins et souvent d'une petite phrase personnelle « Pour l'anniversaire de ma petite Chloé » ou « Le plat préféré de mon cher mari ». C'était l'ADN de sa famille, l'âme de sa grand-mère, et Antoine l'avait pillé sans vergogne, page par page. Le lendemain matin, le désespoir avait fait place à une détermination froide et méthodique. La première urgence restait Léo. Elle rassembla les quelques pièces de monnaie qu'elle put trouver et se rendit à la pharmacie. Le pharmacien, un homme bienveillant qui connaissait sa situation, accepta de lui donner quelques jours de traitement à crédit, mais son regard inquiet en disait long. « Chloé, vous devez trouver une solution stable, » lui dit-il doucement. Chaque mot était un coup de poignard. En rentrant, elle passa devant une boutique d'électronique. Une idée folle mais nécessaire germa dans son esprit. Elle utilisa le peu de crédit qu'il lui restait sur sa carte bancaire pour acheter le plus petit et le plus discret des stylos caméra. C'était un pari insensé, mais elle savait qu'elle n'aurait pas d'autre chance. Le journal était une preuve puissante, mais elle avait besoin de plus. Elle avait besoin d'entendre la vérité sortir de la bouche du loup lui-même. Sa première étape fut de créer un compte Instagram anonyme. Elle l'appela La Vérité Culinaire. Son profil était simple, une photo noire et une seule phrase dans la biographie. Certains secrets de cuisine méritent d'être révélés. Puis elle commença son jeu. Elle prit en photo une page du journal, celle du fameux confit d'agneau, mais en floutant la plupart des détails, ne laissant visible que l'écriture de sa grand-mère et la date bien antérieure à l'ouverture de l'orgueil.
Elle posta l'image avec une seule légende. Héritage volé à Cuisine Française Bélion. Elle n'avait que quelques abonnés au début, mais elle savait que dans le petit monde de la gastronomie lyonnaise, les rumeurs voyageaient vite. C'était une graine de doute plantée au cœur de l'empire d'Antoine. Pendant ce temps, Antoine, ignorant tout du complot qui se tramait, nageait dans l'arrogance. Il continuait de poster des stories de sa vie luxueuse, des montres hors de prix, des voitures de sport, des dîners avec des célébrités. Un soir, il posta une vidéo où il se moquait ouvertement de certains employés incompétents qui ne comprennent pas l'art de la grande cuisine. Il ne nommait pas Chloé, mais le message était clair. Cette vidéo fut une erreur. Chloé la téléchargea immédiatement, la sauvegardant comme une pièce à conviction. L'arrogance d'Antoine serait sa perte. Elle commença à contacter, via des messages privés depuis son compte anonyme, d'anciens employés de l'orgueil. Beaucoup avaient peur de parler, terrifiés par la puissance et l'influence d'Antoine. Mais une personne répondit. C'était un jeune sous-chef, Léo, qui avait été renvoyé injustement quelques mois plus tôt. Son message était prudent. Je ne peux pas témoigner publiquement, il détruirait ma carrière. Mais je peux vous aider. Il y a une chose qu'il craint plus que tout. Son ancien mentor, le chef Philippe Moreau. Philippe Moreau était une légende vivante, un chef à la retraite connu pour son intégrité et son caractère inflexible. Il avait pris Antoine sous son aile quand il n'était rien. Le jeune sous-chef lui expliqua. Antoine a trahi Moreau aussi. Il lui a volé des contacts, des fournisseurs, et a même sali sa réputation pour prendre sa place. Moreau ne lui a jamais pardonné. C'était la pièce manquante du puzzle. Chloé avait maintenant un allié potentiel, un homme dont la parole était respectée de tous. Elle passa la nuit à préparer un dossier numérique. Elle scanna chaque page du journal de sa grand-mère. Elle ajouta les captures d'écran des stories d'Antoine, la vidéo de son humiliation et les témoignages anonymes d'autres employés qu'elle avait réussi à recueillir. Le tout fut compilé dans un fichier sécurisé, prêt à être utilisé. Le plan de Chloé était audacieux. Elle devait retourner à l'orgueil. Pas comme plongeuse, mais comme cliente. C'était impensable avec ses moyens, mais le sous-chef Léo lui offrit une solution. Il avait encore des contacts à l'intérieur et réussit à lui obtenir une réservation pour une table discrète, un soir où le restaurant serait plein. Il lui envoya même un peu d'argent via une application de paiement en ligne pour qu'elle puisse s'acheter une tenue correcte. Considère ça comme un investissement pour la justice. Écrivit-il. Le jour J, Chloé était méconnaissable. Avec une robe simple, mais élégante et un maquillage discret, elle n'avait plus rien de la plongeuse fatiguée. Elle était une femme en mission. Dans son sac à main, le stylo caméra était prêt. Elle s'installa à sa table, le cœur battant la chamade. Elle commanda le menu dégustation, une torture financière et émotionnelle. Chaque plat qui arrivait était une création de sa grand-mère, dénaturée, commercialisée, servie avec un discours pompeux par des serveurs qui récitaient une histoire inventée par Antoine. Quand le confit d'agneau arriva, elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle demanda à voir le chef, prétextant vouloir le féliciter personnellement. Antoine, flatté, sortit de sa cuisine, s'attendant à recevoir des éloges. Il ne la reconnut pas immédiatement. « Chef, c'est extraordinaire !» dit Chloé, sa voix tremblant légèrement. « Ce plat a une âme, on dirait une recette de grand-mère, transmise avec amour. » Le visage d'Antoine se figea. Il la reconnut enfin. La panique, puis la fureur, se succédèrent dans ses yeux. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» siffla-t-il à voix basse. Chloé activa discrètement l'enregistrement du stylo posé sur la table. « Je suis venue goûter à mon héritage, » répondit-elle calmement. « Ou devrais-je dire ce qu'il en reste ?» La réaction d'Antoine fut exactement ce qu'elle espérait. Oubliant les clients autour, son arrogance prit le dessus. « Votre héritage, votre grand-mère n'était qu'une vieille folle qui cuisinait dans sa cambrousse. J'ai pris ses gribouillis et j'en ai fait de l'art. Vous devriez me remercier de ne pas avoir laissé son nom sombrer dans l'oubli. » Chaque mot était un clou de plus dans son propre cercueil. Il continua, se penchant vers elle, sa voix pleine de menaces. « Je ne sais pas comment vous êtes entré ici, mais si vous essayez quoi que ce soit, je vous détruirai. Je m'assurerai que vous ne trouviez plus jamais de travail, même pour nettoyer des toilettes. Vous et votre gamin finirez à la rue. » Il pensait la terrifier, mais il ne faisait que lui donner l'arme dont elle avait besoin. Chloé se contenta de sourire, un sourire énigmatique qui le déstabilisa.
Elle paya l'addition exorbitante avec l'argent de son allié et quitta le restaurant, la tête haute. Elle avait maintenant tout ce qu'il lui fallait. L'enregistrement audio était clair, dévastateur. Le loup était tombé dans son piège. Le moment de la vérité approchait et il serait bien plus spectaculaire qu'un simple article de blog. Sa main tremblait en composant le numéro. La voix qui répondit était rocailleuse, fatiguée par des décennies passées devant les fourneaux et par la déception. Moreau à l'appareil, que voulez-vous ? Chloé prit une profonde inspiration. Chef Moreau, mon nom est Chloé Martel. Je suis la petite fille de Babette. Un long silence suivit, si lourd qu'elle crut qu'il avait raccroché. Puis la voix reprit, plus douce, chargée d'une tristesse infinie. Babette, je n'ai pas entendu ce nom depuis des années. Qu'est-ce que ce petit vautour d'Antoine a encore fait ? Leur rencontre eut lieu le lendemain dans la cuisine de la modeste maison de retraite de Moreau, un lieu à des années-lumière du luxe ostentatoire de l'orgueil. L'endroit sentait le bouillon de légumes et le pain frais. Des odeurs d'authenticité qui firent monter les larmes aux yeux de Chloé. Elle lui montra tout, le journal de sa grand-mère, les photos, et enfin, elle lui fit écouter l'enregistrement. Moreau ferma les yeux, son visage buriné se contractant de douleur et de colère en entendant la voix arrogante de son ancien protégé insulter la mémoire de la femme qui lui avait tant donné. « Le monstre que j'ai créé, murmura-t-il, les poings serrés sur la table en bois, il a utilisé mes leçons sur la confiance pour trahir, et le talent de votre grand-mère pour mentir. Cette imposture a assez duré. » Il se leva, sa vieille carcasse animée d'une nouvelle énergie. Il y a un homme, un blogueur culinaire du nom de Julien Marchal. Il est l'un des rares journalistes intègres qui restent. Il doit interviewer Antoine demain après-midi au studio de France Télévisions, juste avant la cérémonie de la Toque d'Or, où ce voleur s'attend à être couronné. Vous irez là-bas, vous lui donnerez tout. Marchal adore déterrer les scandales, il saura quoi faire. Le jour suivant était gris et pluvieux, un reflet parfait de l'âme de Chloé. Elle se sentait petite et insignifiante devant l'immense bâtiment de la télévision. Des journalistes se pressaient, des caméras étaient installées. Elle tenait dans sa main une simple enveloppe contenant une clé USB en forme de macaron, un petit clin d'œil ironique. Sur cette clé, toute sa vie, tout son espoir. Les scans du journal, les fichiers audio, les captures d'écran. Elle aperçut Julien Marchal, un homme à l'allure sérieuse qui discutait avec un technicien. C'était sa chance. Elle s'avança, le cœur battant à se rompre. « Monsieur Marchal ?» commença-t-elle. Mais au même moment, une limousine noire rutilante se gara juste devant l'entrée. Antoine Dubois en sortit, impeccable dans un costume sur mesure, souriant au photographe comme un roi saluant ses sujets. Son regard croisa celui de Chloé. La surprise laissa place à une fureur glaciale. Il ne pouvait pas croire à son audace. « Tiens, regardez qui est cela !» lança-t-il assez fort pour que tout le monde l'entende, son ton dégoulinant de mépris. « Ma plus grande fan, vous me suivez partout maintenant ? C'est flatteur, mais un peu pathétique. » Il fit un signe à ses gardes du corps. « Messieurs, raccompagnez cette pauvre femme, elle semble perdue. » Chloé tenta de protester, de tendre l'enveloppe vers Marchal, qui observait la scène. Intrigué. « S'il vous plaît, j'ai des preuves. » Mais les gardes furent brutaux. L'un d'eux la bouscula violemment. Elle perdit l'équilibre sur le trottoir mouillé et tomba lourdement dans une flaque d'eau boueuse. L'enveloppe lui échappa des mains, son contenu se répandant sur le sol détrempé. L'humiliation était totale, publique, filmée par des dizaines de téléphones. Elle était tête à terre, souillée, vaincue, sous le regard triomphant de son bourreau. Mais Antoine n'en resta pas là. Son arrogance n'avait plus de limite. Il sortit son propre smartphone, un modèle dernier cri, et commença à la filmer, zoomant sur son visage en larmes, sur ses vêtements sales. Il fit un petit sourire en coin à la caméra de son téléphone. « Le prix de la gloire, mes amis », dit-il d'une voix faussement compatissante. « Parfois, il faut gérer des personnes un peu instables. J'espère qu'elle trouvera l'aide dont elle a besoin. » Quelques secondes plus tard, la vidéo était en ligne, dans sa story Instagram, visible par ses millions d'abonnés. La notification vibra dans la poche de Chloé, ajoutant une couche de torture numérique à sa détresse physique. Elle était devenue un mème, la fanatique folle du chef Dubois. Elle avait tout perdu. Alors que les gardes la relevaient sans ménagement pour la jeter plus loin, dans le chaos et la confusion, sa main accomplit un geste désespéré.
presque instinctif. La clé USB en forme de macaron, qu'elle avait réussi à rattraper dans sa chute, était toujours dans sa paume. D'un mouvement rapide et invisible, alors qu'elle passait à côté de Julien Marchal qui s'était approché pour voir ce qu'il se passait, elle accrocha la petite clé à la fermeture éclair de la poche latérale de sa sacoche d'ordinateur. C'était un geste minuscule, un pari à 1 contre 1 million. Personne ne le remarqua. Puis, elle fut repoussée dans la foule, seule et anéantie. Elle rentra chez elle comme une automate, le corps endolori, l'esprit vide. Léo avait de la fièvre et sa toux s'était aggravée. Elle se sentait la pire des mères, une incapable qui avait non seulement échoué à protéger l'héritage de sa famille, mais qui mettait aussi en danger la santé de son fils. Elle alluma la télévision, comme pour s'infliger une dernière punition. Antoine Dubois était à l'écran, interviewé par Julien Marchal. Il était brillant, spirituel, racontant avec émotion comment sa grand-mère de cœur lui avait transmis sa passion. Chloé sentit le désespoir l'engloutir. C'était fini, il avait gagné. Elle était sur le point d'éteindre la télévision quand son téléphone vibra sur la table. Un message d'un numéro inconnu. Elle l'ouvrit sans y croire. Il n'y avait que 4 mots, mais ils firent l'effet d'un électrochoc ravivant une flamme qu'elle croyait éteinte à jamais. « J'ai trouvé le macaron, le jeu commence ». Recommandou Emma Aversia, les 4 mots sur l'écran de son téléphone brillèrent dans la pénombre de l'appartement comme un phare dans la nuit. « J'ai trouvé le macaron, le jeu commence ». Un souffle qu'elle ne savait pas retenir s'échappa de ses lèvres. Ce n'était pas fini. Son geste désespéré, ce pari insensé sur un trottoir boueux, avait fonctionné. L'espoir, cette chose fragile et assez tenace qu'Antoine avait tenté d'écraser sous ses chaussures de luxe, renaissait de ses cendres, plus ardent que jamais. Immédiatement, son téléphone sonna. C'était le même numéro. Elle répondit, la voix encore étranglée par l'émotion. « Allô ? Chloé, c'est Julien Marchal », dit la voix à l'autre bout du fil, rapide et professionnelle. « Je suis dans ma voiture. Ce que vous m'avez donné... Mon Dieu, c'est de la dynamite. L'enregistrement audio seul pourrait mettre fin à sa carrière. Mais avec le journal, c'est une exécution publique. Nous devons nous voir. Tout de suite. Le chef Moreau m'a déjà contacté. Il nous attend. » 1 heure plus tard, les 3 conspirateurs étaient réunis dans le modeste salon de Philippe Moreau. L'atmosphère était électrique, un mélange de colère contenue et de stratégie fiévreuse. Sur la table basse, l'ordinateur portable de Julien Marchal était ouvert, affichant les preuves numérisées. Le visage du blogueur était grave. « Je l'ai interviewé des dizaines de fois, dit-il en secouant la tête. Je pensais le connaître. Quel acteur. Il a construit un empire sur un mensonge et la destruction de votre famille. » Il se tourna vers Chloé, son regard rempli d'un respect nouveau. « Ce que vous avez enduré et ce que vous avez fait pour obtenir cette confession, c'est incroyablement courageux. » Pour la première fois depuis des mois, Chloé ne se sentit plus seule. Elle était entourée de 2 hommes puissants, non pas par leur fortune, mais par leur intégrité, et ils étaient de son côté, ils étaient de son côté. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Antoine Dubois se prélassait dans le triomphe. Il était dans sa suite d'hôtels de luxe, se préparant pour la cérémonie de la toque d'or. Un masseur personnel travaillait ses épaules tendues tandis qu'il répondait à un appel de son agent. « Oui, la story Instagram a fait un buzz énorme, disait-il en riant. Plus de 3 millions de vues. Tout le monde parle de la fanatique folle. C'est parfait. Ça me donne un côté humain, presque vulnérable. Les gens adorent ça. » Il était tellement aveuglé par son propre ego qu'il ne voyait pas le danger. Pour lui, Chloé n'était qu'un caillou sur sa route, un insecte qu'il avait écrasé. Il avait déjà oublié son existence, trop occupé à répéter son discours de remerciement, un discours où il parlerait avec une émotion feinte de l'héritage et de l'inspiration transmise par les anciens. L'ironie était totale, mais invisible à ses yeux. Dans le salon de Moreau, le plan prenait forme. « Un simple article ne suffira pas », déclara Philippe, sa voix de vieux général retrouvant sa vigueur. Il le niera. Il utilisera ses avocats pour tout étouffer. Il faut le frapper là où ça fait le plus mal, devant ses pairs, devant les caméras, en direct. Julien Marchal eut un sourire carnassier. « J'ai une idée. Pour la cérémonie, le comité a prévu un hommage vidéo surprise pour le lauréat.
C'est censé être un montage de ses fans et d'autres chefs le félicitant. Le fichier doit être remis à la régie technique 2 heures avant le début de la diffusion. Il regarda Philippe. « Vous avez encore des entrées là-bas, n'est-ce que pas ?» Le vieil homme hocha la tête. « Le directeur technique est un de mes anciens apprentis. Il me doit beaucoup. Il ne posera pas de questions si je lui apporte une clé USB en lui disant que c'est un hommage de dernière minute de la part d'un fan club très spécial. Le piège était parfait. Un cheval de Troie numérique. » Julien se mit immédiatement au travail. Il était un maître du montage, capable de raconter une histoire puissante en quelques minutes. Il commença par une image, la photo de Babette et du jeune Antoine, tirée du journal. Puis, il superposa la voix d'Antoine de l'interview télévisée où il parlait de sa grand-mère de cœur. Le contraste était saisissant. Ensuite, il fit défiler les pages du journal, mettant en évidence les recettes volées avec les dates prouvant leur antériorité. Le point culminant fut l'enregistrement audio du restaurant. Il choisit les passages les plus accablants. Votre grand-mère n'était qu'une vieille folle, et la menace finale, vous et votre gamin finirez à la rue. Pour conclure, il monta la vidéo qu'Antoine avait lui-même postée, celle de l'humiliation de Chloé devant les studios, suivie d'un plan fixe sur le visage digne de Philippe Moreau, qui disait simplement « La vérité, comme un bon plat, finit toujours par être servi ». Le tout durait exactement 3 minutes. 3 minutes pour détruire une vie de mensonge. Le soir de la cérémonie, le grand auditorium de Lyon scintillait de 1000 feux. C'était le sommet du monde de la gastronomie française. Chloé était là, assise au fond de la salle, grâce à une invitation obtenue par Julien. Personne ne la remarqua. Elle n'était qu'un visage anonyme dans la foule. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Elle regardait Antoine, assis au premier rang, rayonnant, acceptant les félicitations, serrant des mains. Il était le roi sur le point d'être couronné. Elle serra dans sa main le vieux médaillon de sa grand-mère, une ancre dans la tempête de ses émotions. Elle pensa à Léo, confié pour la soirée à une voisine. Elle faisait tout ça pour lui, pour son avenir, pour son honneur. Le moment arriva. Le présentateur de la soirée, une célébrité du petit écran, ouvrit l'enveloppe dorée. Et le lauréat de la Toque d'Or de cette année est, sans surprise, le chef Antoine Dubois pour L'Orgueil. La salle explosa en applaudissements. Antoine monta sur scène, les larmes aux yeux, une performance d'acteur digne d'un Oscar. Il prit le trophée, le leva bien haut et commença son discours. « Je suis si ému. Je dédie ce prix à la mémoire de celle qui m'a tout appris. Ma mentor, mon inspiration. » Il savourait chaque seconde. Après son discours, le présentateur reprit la parole. « Antoine, vos admirateurs ont tenu à vous préparer une petite surprise. Regardons ensemble ce message d'amour de la part de votre communauté. » Antoine, visiblement touché, se tourna vers l'écran géant derrière lui, un sourire béat sur le visage. Les lumières de la salle se tamisèrent, un silence respectueux s'installa. Le masque allait enfin tomber. Le silence dans l'auditorium était absolu, un vide chargé d'anticipation. Antoine Dubois, baigné dans la lumière des projecteurs sur scène, affichait un sourire radieux, attendant avec impatience l'hommage de ses pairs. Au fond de la salle, le cœur de Chloé battait contre ses côtes comme un oiseau en cage. C'était le moment. Tout se jouait dans les 3 prochaines minutes. L'écran géant s'illumina, mais au lieu des visages souriants de chefs célèbres, ce fut une vieille photographie en noir et blanc qui apparut, celle de Babette et d'un jeune Antoine dans une cuisine de campagne. Un murmure perplexe parcourut la salle. Le sourire d'Antoine se figea, une ombre d'incompréhension passant sur son visage. Puis sa propre voix, suave et maîtrisée, emplit l'auditorium, issue de l'interview enregistrée quelques heures plus tôt. « Ma grand-mère de cœur, elle m'a tout appris, » disait-il, alors qu'à l'écran, la caméra zoomait lentement sur la phrase manuscrite de Babette au bas de la photo. « J'ai peur de voir en lui l'appétit d'un loup. » Le premier coup venait d'être porté. Le murmure dans la salle se transforma en un chuchotement choqué. Le visage d'Antoine commença à perdre de sa superbe, ses yeux passant de l'écran à la régie technique, avec une panique naissante. La vidéo enchaîna sans pitié. Les pages du journal de Babette défilèrent à l'écran, l'une après l'autre. Le confit d'agneau, le velouté de châtaigne. Chaque plat signature de l'orgueil était là, écrit de la main de la vieille femme, avec des dates remontant à des années avant même qu'Antoine ne sache tenir un couteau de chef.
La caméra de Julien Marchal avait capturé chaque détail, chaque note personnelle, créant un contraste insoutenable avec les menus luxueux de l'orgueil qui apparaissaient en superposition. Le public, composé de l'élite de la gastronomie, comprenait instantanément. Ce n'était pas de l'inspiration, c'était un pillage méthodique, un plagiat éhonté. Des exclamations d'indignation commencèrent à fuser. Antoine, livide, fit un pas en arrière, comme s'il avait été physiquement frappé. Il chercha son agent du regard, mais celui-ci était déjà en train de se faufiler discrètement vers la sortie. Puis vint le coup de grâce. L'écran devint noir et seul le son emplit la salle. La voix d'Antoine, mais cette fois, ce n'était plus celle du professionnel charmant. C'était une voix crue, pleine de haine et de mépris, enregistrée au restaurant. Votre grand-mère n'était qu'une vieille folle qui cuisinait dans sa cambrousse. J'ai pris ses gribouillis et j'en ai fait de l'art. Un cri de stupeur collectif secoua l'auditorium. Les gens se regardaient incrédules. La voix continua, encore plus cruelle. Si vous essayez quoi que ce soit, je vous détruirai. Je m'assurerai que vous ne trouviez plus jamais de travail. Vous et votre gamin finirez à la rue. À la mention de l'enfant, un silence de mort s'abattit sur la salle, un silence lourd de dégoût. Le roi était nu, et son âme était laide. La vidéo atteignit son apogée. L'image de Chloé, tombant dans la flaque boueuse devant les studios de télévision, apparut à l'écran. C'était la propre story Instagram d'Antoine, son propre acte d'accusation. La salle entière put voir son sourire suffisant, alors qu'il filmait cette femme désespérée. La vidéo s'arrêta sur un plan fixe de son visage arrogant. Puis la voix de Philippe Moreau, grave et solennelle, conclut « La vérité, comme un bon plat, finit toujours par être servie. » L'écran devint noir. Pendant une seconde, personne ne bougea, comme si la salle entière retenait son souffle. Puis quelqu'un au fond se leva et commença à applaudir. C'était Chloé. Elle se tenait là, droite, ses larmes coulant silencieusement, mais son regard fixé sur la scène. Un autre spectateur se leva, puis un autre, et en quelques secondes, l'auditorium tout entier fut debout, offrant une ovation non pas au lauréat déchu, mais à la vérité, à la justice, à cette femme inconnue qui avait osé défier un géant. Antoine était piégé. Les applaudissements étaient pour lui comme des coups de fouet. Il tenta de parler, de balbutier une excuse. C'est un montage. Un complot, mais sa voix était noyée sous le bruit. Il se tourna pour fuir la scène, mais deux agents de sécurité, appelés par le directeur de l'événement, lui barrèrent le passage. Les flashs des photographes crépitaient, capturant non plus son triomphe, mais son humiliation ultime. Son visage, déformé par la rage et la peur, ferait la une de tous les journaux le lendemain. Au même moment, les téléphones de toute l'audience se mirent à vibrer. Julien Marchal venait de publier son article complet en ligne, avec toutes les preuves, y compris la vidéo projetée. En quelques minutes, le hashtag Balance ton chef et Justice pour Babette devinrent viraux sur les réseaux sociaux. L'empire d'Antoine Dubois s'effondrait en direct, non seulement dans la salle, mais dans le monde entier. Alors que la sécurité emmenait un Antoine hurlant des menaces incohérentes, Philippe Moreau et Julien Marchal montèrent sur scène. Julien prit le micro. « Ce soir, nous n'avons pas seulement démasqué un imposteur, déclara-t-il, sa voix résonnant avec force. Nous avons rendu hommage à une véritable artiste, Babette Martel, dont le talent a été honteusement exploité. Et nous avons été témoins du courage extraordinaire de sa petite fille, Chloé. » Il tendit la main vers le fond de la salle. « Chloé, s'il vous plaît, rejoignez-nous. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Poussée par les encouragements des gens autour d'elle, elle s'avança dans l'allée centrale, marchant lentement vers la lumière. Ce n'était plus la plongeuse humiliée, ni la femme salie sur un trottoir. C'était l'héritière légitime, la gardienne de la flamme, la David, qui avait terrassé Goliath. Lorsqu'elle arriva sur scène, Philippe Moreau la prit dans ses bras. « Votre grand-mère serait si fière de vous », lui murmura-t-il. Puis, il prit la toque d'or des mains tremblantes du présentateur. « Ce trophée n'a jamais appartenu à cet homme, dit-il d'une voix forte. Il revient de droit à celle qui a créé la magie que nous célébrons tous. » Et devant des centaines de témoins et des milliers de téléspectateurs, il tendit le trophée doré à Chloé. Elle le prit, ses doigts se refermant sur le métal froid. Il était lourd du poids de l'injustice, de la souffrance, mais aussi de la victoire. Elle le leva,
non pas avec arrogance, mais avec une humilité poignante. Les applaudissements redoublèrent, plus forts, plus longs, un raz-de-marée de soutien et d'admiration. La vérité avait enfin éclaté, et rien ne serait plus jamais comme avant. La justice était rendue, et pour Antoine Dubois, ce n'était que le début de la chute. La chute d'Antoine Dubois ne fut pas seulement une chute, ce fut un anéantissement. Dans les jours qui suivirent la cérémonie de la toque d'or, son nom devint synonyme de fraude et d'arrogance. Les sponsors, qui s'étaient battus pour s'associer à son image, rompirent leurs contrats les uns après les autres, invoquant des clauses de moralité. Son émission de télévision fut immédiatement déprogrammée. Les éditeurs rappelèrent ses livres de cuisine des rayons. Le restaurant L'Orgueil, autrefois temple de la gastronomie, devint un lieu déserté, un mausolée de l'imposture, avant de fermer définitivement ses portes, moins d'un mois plus tard, croulant sous les dettes et le déshonneur. Sur le plan juridique, les conséquences furent encore plus dévastatrices. Encouragés par l'exemple de Chloé, des dizaines d'anciens employés portèrent plainte pour harcèlement moral, abus de pouvoir et salaires non payés. L'enquête révéla un système de fraude fiscale sophistiqué. Condamné pour plagiat, fraude et harcèlement, Antoine Dubois écopa d'une lourde peine de prison et d'une amende si colossale qu'elle anéantit sa fortune. Il perdit tout, son argent, sa réputation, ses amis. L'homme qui pensait être un roi a fini seul dans une cellule, oublié de tous, un simple fantôme hantant les couloirs de sa propre arrogance déchue. Pour Chloé, la lumière succéda enfin à l'obscurité. La vague de soutien public fut sans précédent. Une cagnotte en ligne, lancée par Julien Marchal, récolta des centaines de milliers d'euros en quelques jours, assurant l'avenir de Léo et lui permettant de recevoir les meilleurs soins possibles. Très vite, son fils recouvra une santé éclatante, sa toux laissant place à des rires joyeux qui emplissaient leur nouvel appartement, plus grand et plus lumineux. Mais la plus grande victoire de Chloé fut la reconnaissance de l'héritage de sa grand-mère. Un grand éditeur lui proposa de publier le journal de Babette. Le livre, intitulé « Les recettes de Babette, l'héritage retrouvé », devint un best-seller international, traduit en 20 langues. Le monde découvrit non seulement le talent d'une cuisinière exceptionnelle, mais aussi l'histoire touchante d'une femme de cœur. Les droits d'auteur, couplés à une compensation financière substantielle obtenue au tribunal, rendirent à Chloé ce qui lui avait été volé, et bien plus encore. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, la vie de Chloé est méconnaissable. Elle n'a pas cherché à reconstruire un empire, mais à honorer la mémoire de sa grand-mère avec humilité et passion. Avec l'aide de Philippe Moreau, elle a ouvert un petit restaurant dans le quartier de la Croix-Rousse, là où tout avait commencé. Elle l'a appelé « Chez Babette ». Ce n'est pas un lieu de luxe ostentatoire, mais un bistrot chaleureux où l'on sert une cuisine authentique, généreuse, faite avec amour. Le confit d'agneau secret de Babette est bien sûr à la carte, mais cette fois, son histoire est racontée avec vérité et respect. Le restaurant ne désemplit jamais. Il faut réserver des semaines à l'avance pour avoir la chance de goûter à cette cuisine qui a une âme. Julien Marchal y a sa table attitrée et le jeune sous-chef qui l'avait aidé est désormais son bras droit en cuisine. Parfois, après le service, on peut voir un petit garçon aux joues roses, Léo, aider sa maman à essuyer les verres, son avenir brillant et assuré. L'histoire de Chloé a eu un impact bien au-delà de sa propre vie. Elle a déclenché un véritable mouvement dans le monde de la restauration, encourageant de nombreuses personnes à dénoncer les abus de pouvoir et le plagiat. Des documentaires ont été produits, Netflix a même acquis les droits pour en faire une mini-série. Chloé, autrefois timide et effacée, est devenue une conférencière inspirante, invitée dans les écoles de cuisine pour parler d'éthique, de courage et de l'importance de protéger son héritage. Elle a créé la Fondation Babette, une organisation qui offre une aide juridique et financière aux jeunes chefs talentueux mais sans moyens pour qu'aucun autre loup ne puisse voler leurs rêves. Le contraste entre sa vie d'avant et celle d'aujourd'hui est saisissant. La plongeuse humiliée est devenue un symbole d'espoir. La mère angoissée est devenue une protectrice pour les autres. La victime silencieuse est devenue une voix puissante pour la justice. Cette histoire nous rappelle que la justice existe encore dans ce monde. Quelles leçons avez-vous tirées de ce récit ?
Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons lire vos pensées et vos propres expériences. Et devinez quoi? Une autre histoire bouleversante arrive dans quelques jours, encore plus dramatique et inspirante que celle-ci. Alors, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à la découvrir dès sa mise en ligne. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits de justice à d'autres personnes qui en ont besoin. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Parfois, une seule histoire peut changer la perspective de quelqu'un sur la vie. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage émotionnel avec nous. À très bientôt pour une